Elle a vu le diable. J'ai aperçu une manière d'écume à la commissure des lèvres. Je ne plaisante pas. Elle est rentrée ensuite à son ministère de l'Environnement. Immédiatement, elle a tweeté quelque chose en disant en substance que Maître Golnadel avait tenu des propos criminels. Bonjour Maître Golnadel. Bonjour Gabriel. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Boulevard Voltaire. Vous savez que vous êtes notre avocat préféré. Oui, je m'en enorgueillis. Très bien. Et vous savez aussi pourquoi je vous ai invité, parce qu'à l'occasion de la deuxième édition du Printemps de la liberté d'expression à Perpignan, vous avez reçu le prix Franc-Parler 2025. Il vous a été décerné pour votre livre Journal d'un prisonnier chez Fayard. Alors, comme vous êtes persona non grata sur le service public, nous sommes dit que... C'est la moindre des choses pour compenser. Hein. Ah voilà. Alors, je crains que la couverture médiatique soit pas tout à fait la même, mais il y a la qualité. Je trouve que vous péchez par modestie. Alors, nous sommes en tout cas très heureux de vous recevoir. Parlez-nous de ce prix. Vous fait-il plaisir? Enfin, j'imagine que oui. Et pourquoi? Ah bon, moi, en général, oui. Les prix, J'ai dit lorsque je l'ai reçu, j'ai dit que la dernière fois que j'avais reçu un prix, c'était l'école catholique Saint-Hildevert à Gournay-en-Bray. C'était le prix d'excellence et il y a plus que 10 ans. Hein. Donc je suis pas tellement habitué aux honneurs. Je les recherche pas, mais je les refuse pas non plus. Non, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de la part des gens qui défendent la liberté d'expression. Ça m'a fait plaisir de le recevoir à Perpignan dans un aréopage assez gratifiant. Et puis ça m'a fait plaisir aussi pour mon livre. Donc oui, ça a été une bonne journée. Alors nous allons peut-être rappeler aux lecteurs de Boulevard Voltaire qui ont pu lire déjà une recension de notre livre. Le journal d'un prisonnier raconte l'embastillement d'une certaine façon de Monsieur Gronadel dans les Maître Gronadel. Faites Gronadel, attention. pardon. Dans les geôles du wokisme sous le règne de la trans insoumise, avec pour seul média France Inter. Nous sommes d'accord. Alors vous vous sentez prisonnier? C'est parce qu'on voit bien l'analogie. Vous vous sentez prisonnier, pourtant il n'y a pas de Sibérie ni de goulag en France. Alors, je ne sais pas si je me sens prisonnier, mais en tous les cas, je crains de l'être. C'est un ouvrage, certes, alors on dit dystopique, qui est très ironique. Je crois que j'arrive à faire rire, mais je fais rire avec des choses assez sérieuses et qui ne sont pas totalement invraisemblables. J'explique que la trans insoumise a pris le pouvoir par la rue, que les Français n'ont pas réagi avec une très grande opiniâtreté, que l'extrême gauche alliée aux islamistes est très forte dans la rue, qu'une république islamique autonome a été créée avec l'assentiment de la trans insoumise dans les départements 93, 94 et les Bouches-du-Rhône, que la trans insoumise a autorisé, tout en le déplorant, le port du voile et l'excision, et également la lapidation des femmes, mais avec des pierres légères et pour une période déterminée. Mais en même temps, le risque de la partition, la prise du pouvoir par l'extrême gauche, le fait d'embastiller, puisque moi, avec d'autres opposants, on est effectivement mis à l'intérieur du corps du bien, en tous les cas on est enfermé, ce qui est déjà un sort presque enviable par rapport à ce qui pourrait nous être fait. Je dis qu'on a massacré quelques juifs et finalement ils s'en sortaient bien. C'est loin d'être une hypothèse hirsute. Et autour de cela,
pardon peut-être déjà si je suis un peu bavard par rapport aux questions. Allez-y, je vous en prie. Autour de cela, il décide de me faire un procès. C'est le procureur Eddy Pléniel qui fait mon procès. Alors il me fait plusieurs procès en sionisme, ensuite en hétérosexualité agressive, etc., etc. Et je profite justement de ces procès pour dresser un réquisitoire en tant que cette fois-ci de procureur acide par rapport à l'extrême gauche et par rapport à l'islamisme. Mais pardon de le dire, et par rapport au wokisme, bien entendu. Mais j'exagère assez peu, c'est ça que je veux dire. Ça vous paraît une hypothèse, sinon probable, au moins impossible, accession par les urnes ou par la rue? Là, vous évoquez par les rues. Je ne crois pas du tout. Par les urnes? Je ne crois pas du tout, et encore moins aujourd'hui qu'hier, que l'extrême gauche puisse prendre le pouvoir par les urnes. Et d'ailleurs... Même à la faveur de la bascule démographique. Rien. Non, alors on aura cette conversation-là si nous sommes encore en vie dans 10 ans. Mais au moment où je vous parle, dans l'état du rapport de force démographique et politique, si l'extrême gauche se permet de s'extrémiser à ce point, mais chaque jour que Dieu ou diable fait, l'extrême gauche est encore plus extrémiste qu'hier. Pour ne prendre que l'exemple le plus récent d'il y a 2-3 jours, je ne sais pas quand, vous avez un Mélenchon de plus en plus extrémiste qui veut même qu'il n'existe plus de langue française, et vous avez une dame Rousseau qui nous explique qu'il n'y a pas de français de souche, ce qui est quand même, on y reviendra peut-être, ce qui est quand même exceptionnel. La négation du français originel par les mêmes qui idéalisent l'Amazonien en danger dès l'instant où il y a un Brésilien d'origine portugaise qui rentre sur le territoire, les Palestiniens qui sont en grand danger, encore faut-il savoir ce que sont les Palestiniens, dès l'instant où il y a des, entre guillemets, colons européens. Donc, je veux dire, ils ont un immense respect de toutes les identités, et des racines des autres qui n'ont d'égal que leur négation du français, et en vérité, je ne cesse de le dire, dans la détestation du français, c'est la détestation du blanc, et le racisme anti-blanc, je reconnais que c'est peut-être l'une de ses particularités par rapport aux autres racismes, a été la création principale du blanc lui-même. Oui, c'est incroyable. Oui, mais c'est ainsi. Il y a une forme d'autodétestation assez mais ça, je l'explique. majeure. Je l'ai expliqué il y a déjà plus de 20 ans dans le fantasme anti-nazi qui a fait que dans l'inconscient tourmenté du blanc, il a existé du blanc post-chrétien, il a existé une sourde honte d'avoir en commun avec l'antéchrist des temps modernes la même couleur de peau. L'antéchrist du temps moderne, c'est évidemment Adolf Hitler. Faut reconnaître que c'est bien imité. Il faut reconnaître que quand même le juif, d'ailleurs, a assez bien imité aussi la figure christique. Puisque le juif en plus à marier, bien entendu, il ne se défend pas, il ne rit pas. C'est quand même assez bien vu dans la conception post-christique des choses. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'est née la détestation du blanc, le colonialisme ayant été révisé à l'aune de ce que je viens de vous décrire. Oui, et je pense même que si actuellement il y a un mouvement dénataliste, c'est aussi à cause de ça. Cet inconscient les pousse à ne pas se dupliquer non plus. Bien entendu, nous sommes d'accord, oui. Alors dans votre livre, Transinter prend une place importante. Dans votre discours aussi, vous êtes l'auteur de cette formule qui a fait Florès, le sévice public. L'odieux visuel de sévice public. L'odieux visuel de sévice public. Alors Delphine Arnaud vient d'être reconduite.
Mais Radio France est en grève depuis jeudi parce que vous savez que Rachida Dati veut réformer l'audiovisuel public par une loi. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'on a une chance un jour de libérer l'audiovisuel de services publics? Une seule solution, la privatisation. Et je crains que ça ne soit pas pour demain matin à 9h. C'est vrai, j'assume une manière d'obsession de l'audiovisuel public, mais une obsession qui me semble assez bien justifiée, parce que vous et moi le payons. Si ça n'était pas subventionné par l'impôt, je ne verrais d'une certaine manière qu'avantage, parce que moi je suis un défenseur acharné de la liberté d'opinion et d'expression, qu'il y ait des gens, des journalistes d'extrême gauche qui viennent expliquer leur manière de voir les choses. J'y vois aucun inconvénient. Mais que sous couvert de neutralité et d'objectivité, on se permette... Alors après, on a passé de 3 heures, je suppose que vous avez prévu 3 heures, mais pour donner des exemples invraisemblables de la désinformation sur le service public, de l'aube jusqu'à la fin de la nuit. Je veux dire, c'est terrible. En ce moment, alors j'ai une obsession évidemment du conflit israélo-palestinien, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point on vous ment, notamment via l'AFP, qui est devenue une sorte de Pravda, où on vous donne des bilans qui se passent à Gaza, soit sans les sourcer, comme s'il s'agissait du journal officiel, soit en vous indiquant maintenant que c'est la défense civile. Il y a un an et demi, ils avaient encore une manière de franchise. Pour vous dire, aujourd'hui, il y a eu 42 morts et demi à Gaza, selon la défense civile, qui est le Hamas. Et maintenant, on vous dit, il y a tant de morts à Gaza, selon la défense civile, on vous cache que c'est le Hamas. Ça, c'est les désinformations dans le cadre d'une de leurs obsessions anti-israéliennes. Mais la désinformation, elle est partout. Et surtout, encore davantage lorsqu'il ne s'agit pas d'information. Certes, il y a ce que j'appelle les autorités d'occultation qui vous cachent ce qui les dérange, principalement les meurtres de Français par des gens qui ne le sont pas et qui souvent n'ont pas le droit de se trouver sur le territoire français. Ça, c'est le sujet principal d'occultation des autorités d'occultation. Mais par toutes les émissions, si vous écoutez des émissions de Mathieu Noël, Zoom Zen, ou par exemple La Terre au carré, ce sont de pseudo-écologistes qui sont de véritables gens d'extrême gauche et qui considèrent tout ce que dit le GIEC, qui n'est pas formé que de scientifiques, comme une sorte de vérité sanctifiée, révélée. Raison pourquoi d'ailleurs les climato-sceptiques sont considérés comme des hérétiques au sens religieux du terme. Mais pour être climato-sceptique, il ne faut pas que vous ne croyiez pas à un lien entre le réchauffement climatique et l'homme. Il suffit d'avoir un tout petit peu de recul, un rien, par rapport à ce que dit exactement le GIEC. Moi, il m'est arrivé une chose merveilleuse. Je ne sais pas si vous... Et je le raconte d'ailleurs dans mon bouquin. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Brune Poirson. Brune Poirson, c'était cette femme, au demeurant très jolie. J'ai encore le droit de dire que je... Je ne sais pas si j'ai encore le droit de dire qu'une femme est jolie. J'ai le droit de dire qu'une femme était jolie. Vraiment, elle était belle. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est suspect. C'est limite. Hein. Je reconnais bien que là, je suis pas loin. Là, vous êtes audacieux. Je suis chez Audrey... J'avoue que non, Audrey... l'ami de mon ami Ardisson. Je ne connais qu'elle, j'allais chez Audrey Crespo. Voilà, je suis chez Audrey Crespo, où je sévissais de temps en temps à LCI. C'est un été caniculaire, donc à 3, 4, 5 ans, je ne sais plus. Arrive Brune Poirson, elle était sous-ministre de l'Environnement. Je ne la connaissais pas, bonjour. Et donc, immédiatement, elle y va.
sur le fait que c'est la canicule. Nous étions quand même en début juillet, c'est pas totalement... mais bon, peu importe. Donc immédiatement, on y va sur le réchauffement climatique. Je me permets de lui dire une chose, je vous assure, c'est vrai que je mesurais mes propos, parce que je connais mes classiques, mais en même temps, j'étais d'une sincérité parfaite. Je lui dis, Madame la ministre, je crois au réchauffement climatique. Je crois également au rôle de l'homme dans le réchauffement climatique. Mais je ne suis pas sûr de savoir le quantifier, je ne suis pas sûr vous-même que vous sachiez le quantifier. Je venais de lire Incertitude climatique de l'ancien responsable scientifique d'Obama, qui expliquait qu'on n'était pas quand même dans des certitudes absolues. Tout ça, donc, c'était pas... Bon. Je vous assure... Vous aviez blasphémé, là. Elle a vu le diable. Elle a vu le diable. J'ai aperçu une manière d'écume à la commissure des lèvres. Je ne plaisante pas. Elle est rentrée ensuite à son ministère de l'Environnement. Immédiatement, elle a tweeté quelque chose en disant en substance que Maître Gonadel avait tenu des propos criminels. J'étais content. J'avais la preuve scientifique, c'est le cas de le dire, que tout décalage par rapport à la pensée officielle sur climat était criminalisé. Vous ne pouvez pas. Alors, les choses ont un peu évolué ces derniers temps, il me semble. On en parlait d'ailleurs tous les deux sur Europe 1, pas plus tard qu'il y a 3-4 heures, puisque j'ai l'impression quand même que l'étoile des écologistes politiques a pâli. Un peu. Depuis que Marine Tondelier est une sorte d'associée de M. Mélenchon, depuis les extravagances de Greta Thunberg et compagnie, j'ai du mal avec elle, on ne les prend plus tellement au sérieux. Et puis les violences des méga-bassines, il me semble qu'on ne les prend plus vraiment au sérieux et ça permet quand même de s'autoriser un pas de deux par rapport à eux. Mais malgré tout, pour revenir là où je n'aurais jamais dû partir, la terre au carré, je peux vous dire que ce sont des Brune Poirson, des Greta Thunberg, des Marine Tondelier à profusion pendant toute l'émission. Et est-ce que on pourrait imaginer, vous qui êtes avocat, qu'il puisse y avoir un moyen juridique de mettre ces médias qui sont censés avoir une obligation de neutralité face à leurs manquements? Vous savez, c'est une grande frustration pour les Français que nous sommes de payer des impôts pour ce genre de résultats. Non, ils ne sont soumis à aucun contrôle. Comme je suis votre avocat et que vous êtes ma cliente, je ne voudrais pas totalement vous perdre et vous désespérer de la justice française ou des institutions. Mais si vous regardez l'Arcom... Alors l'Arcom, c'est quoi d'ailleurs sur un plan dans l'institution C'est l'autorité de tutelle qui a maintenant le pouvoir absolu et monopolistique de statuer en matière de fautes commises par les médias audiovisuels. Ce qui fait que je ne peux plus saisir, moi, un tribunal ordinaire pour une désinformation. Ce que je pouvais avant. Ah oui, avant, il m'est arrivé de saisir pour telle ou telle chose, oui. Et les tribunaux... Bon. Et l'Arcom fait écran. C'est pas il y a une jurisprudence qui dit que non, maintenant, c'est l'Arcom et puis le Conseil d'État qui a le monopole de justice sur l'information audiovisuelle. Donc, d'abord, l'extrême gauche est infiniment plus militante et d'une certaine manière plus sérieuse que les autres. Ils saisissent à chaque seconde, déjà. Mais moi, évidemment, avec mon obsession assumée, j'ai par exemple saisi l'Arcom pour justement le fait que France Inter, France Info donnaient des bilans à Gaza sans les sourcer. Ils m'ont donné satisfaction. Ils m'ont donné satisfaction, c'est-à-dire
qu'ils m'ont écrit, effectivement, vous avez raison. Nous allons mettre en garde sévèrement ou fermement France Inter et compagnie sur ce manquement. Très bien, mais à la suite de quoi, ils ont redoublé de plus belle. Pourquoi ? Pourquoi voulez-vous qu'ils s'amendent si on ne les met pas à l'amende ? C'était une pure mise en garde gratuite. Les médias privés sont traités autrement en matière financière. Vous comprenez ? Là, il y a une sorte de réflexe un peu de fonctionnaire qui fait qu'ils ne vont pas se taxer eux-mêmes. Donc, voilà déjà la grande différence de traitement entre les médias publics et les médias privés. Ensuite, à part cela, vous avez effectivement les médias, vous pouvez saisir les médias pour lorsque il y a des injures, des diffamations, etc., qui sont évidemment qui existent de temps en temps sur les médias audiovisuels, sauf que ceux qui déblatèrent souvent de manière un peu injurieuse, ce sont les humoristes de service public, ceux qui ne ricanent que la bouche en coin à gauche. Eux, ils ont l'alibi humoristique. C'est donc une force extraordinaire, mais ils vont davantage blaguer sur Gabriel Cluzel ou Charlotte Dornelas, ils vont moquer le prénom de Ludovine, etc., mais pas de Ahmed, si vous voulez. Mais il n'y a pas de recours véritable, et de vous à moi également, j'ai cru devoir noter, au sein de la justice française, que je ne veux pas non plus, je ne veux pas caricaturer ma propre pensée, mais je vous dirais en gros, sans utiliser l'outil statistique, mais vous allez comprendre, la sociologie du magistrat ressemble quand même à la sociologie du journaliste. Un magistrat, c'est souvent quelqu'un qui, lorsqu'il prend un transport en commun, le matin il lit Libération, le soir il lit Le Monde. Je ne vous dis pas que ça ne lui arrive pas de lire le Figaro, mais je pense que c'est quand même résiduel. Alors, puisque vous êtes mon avocat, je peux révéler un secret, c'est que souvent vous me dites Gabriel, vous savez ce qu'est la justice française aujourd'hui. Donc, la justice aujourd'hui met les Français dans un climat d'incertitude absolue. C'est quand même extrêmement inquiétant. C'est quelque chose que vous constatez tous les jours dans vos plaidoiries. Mais je peux vous dire, sans en tirer beaucoup de satisfaction, et au-delà du problème politique, je peux vous dire en gros qu'un délinquant financier qu'il m'arrive de défendre, moi je ne défends pas, je ne veux même pas expliquer que j'ai raison ou que j'ai tort, je ne défends pas les délinquants violents. À tort ou à raison, j'estime que le sang est plus précieux que l'argent, si j'ose dire. Mais il y a 30 ans, un type arrivait dans mon bureau, il s'asseyait, j'avais la prétention de pouvoir lui donner son avenir en fonction de ce qu'il avait fait ou de ce qu'il n'avait pas fait, en fonction de ce qui pouvait être établi ou de ce qui ne pouvait pas être établi. Je peux vous dire aujourd'hui, tout ton but, que j'ai plus peur que lui. Oui, c'est quand même... C'est assez effrayant. C'est assez effrayant. C'est assez effrayant, mais je vous assure que malheureusement, c'est le fruit empirique de mes constatations. Alors, nous pouvons peut-être parler, après la justice française, de la justice algérienne. Au cours de ce deuxième printemps de la liberté d'expression, au cours duquel vous avez été primé, un hommage a été rendu à Boualem Sansal. Vous le connaissiez ? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Je n'avais pas eu le... Il est venu à votre place, vous savez, un jour. Ah oui. Ah ouais. Je n'avais pas eu le bonheur de le rencontrer. Il m'inspirait une grande estime, et si j'ose dire une grande tendresse, mais il ne m'avait jamais été donné de le rencontrer. C'est quelqu'un à qui je pense souvent. Force est de constater qu'il est largement oublié dans les médias français en général et dans les médias publics en particulier. Ces grands défenseurs de la liberté d'expression, ont complètement oublié un écrivain courageux, innocent, dans la prison d'une dictature, et ces gens-là se renient eux-mêmes. Il y a quelque chose d'effrayant
dans la manière dont ils oublient leurs propres principes. C'est en cela que je trouve que l'extrême gauche française, et notamment médiatique, s'est d'abord trahie elle-même. Parce qu'il y avait, même dans ses excès, une défense acharnée de la liberté de l'expression, de la liberté de faire. Liberté d'expression, on pouvait tout écrire, il était interdit d'interdire. J'ai toujours balancé, moi, entre le 5e amendement américain et le fait de temps en temps, mais je vous le dis au premier degré, je ne sais pas encore ce qui est mieux ou ce qui est moins grave, je ne sais pas. Mais eux étaient complètement, si j'ose dire, dans le 5e amendement. En matière sexuelle, en matière de pratiques sexuelles, ils étaient dans une liberté, dans une licence totale. Je suis pas un père à la pudeur. Mais avec, malgré tout, certaines limites de bonnes mœurs, quand même, malgré tout. Aujourd'hui, ce sont les pires, c'est tout juste si je peux vous regarder. Non mais, je veux dire, n'oubliez pas qu'il y a des regards inappropriés. Oui. Il y a une ministre des Transports qui avait pondu une règle comme quoi les hommes n'avaient pas le droit d'écarter les jambes dans les transports en commun. Je vous parle bien des jambes, en dépit de quelques détails vestimentaires qui peuvent ne pas vous échapper. Je veux dire, la folie de la pudeur. Mais alors, il y a pudeur et pudeur, parce que bien évidemment, là encore, le racisme anti-blanc va extrêmement loin. Ça n'est pas la même chose de violer une femme blanche dans un kibbutz que de violer une femme en France. En réalité, la personnalité du violeur est essentielle. Dans l'inconscient tourmenté de ces gens-là, si le violeur n'est pas blanc, je soutiens qu'il n'est pas totalement détestable, et j'opinerais même sur le fait qu'il est sans doute considéré par eux au moins consciemment comme une victime. D'où les autorités d'occultation. Vous avez raison. Alors, on a ce sentiment, sondage après sondage, que les Français veulent renverser la table, veulent briser leur chaîne, et pourtant la droite ne s'impose pas. Vous écrivez en 2022 dans le Figaro comment la droite, pourtant majoritaire, n'a pas su s'imposer à l'Assemblée. Et hier, on a vu que sur le mariage, l'interdiction du mariage de QTF, qui paraît quand même une décision de bon sens, eh bien, il n'y a pas eu non plus d'union de la droite. Est-ce que c'est une malédiction qui pèse sur la droite? Je n'ai pas une conception si religieuse pour vous parler de malédiction. Je pense que l'examen de conscience de la droite mériterait d'être effectivement opéré. Il est possible que la droite, même si je n'idéalise pas l'homme de gauche et l'homme politique de gauche, il est possible que le politicien de droite soit plus individualiste que le politicien de gauche. Et puis aussi, il est possible que le peuple français, je le regarde avec une infinie tendresse, comme je regarde un peu un enfant, avec même ses défauts, je l'aime malgré ou à cause de ses défauts. J'ai l'impression qu'il n'est capable ni de grandes saloperies, pardon pour l'expression, ni de grands actes d'héroïsme, sauf peut-être à certains moments de l'histoire. Il serait temps qu'il se réveille, parce que je pense que la passivité du peuple français est l'une des explications du drame total qui nous arrive. Donc vous êtes pessimiste quand même? Moi, d'abord, je ne me caractérise pas par l'optimisme. La vie fait que, la vie, même la mienne d'ailleurs, parce que la vie de mon peuple fait que moi, je ne pensais pas attendre aussi longtemps pour savoir pour retrouver des images un peu de la Shoah. En vérité, en tant que juif, j'étais quelqu'un plutôt d'optimiste. Je suis né avec un peu la victoire de 1967, et donc la révolution
du juif qui était considéré comme quelqu'un de peut-être un peu veule, en tous les cas de manière stéréotypique, et qui est considéré d'une certaine manière comme quelqu'un de courageux et d'héroïque, même si évidemment tout cela n'est pas si simple que ça. Et en ce qui concerne au contraire le peuple français, moi je l'ai vécu maintenant depuis longtemps, et j'assiste, pardon de vous le dire, à son calvaire. Et ma présence sur le territoire français encore maintenant s'explique principalement par le fait que même si mes enfants sont maintenant en Israël, je n'arrive pas à abandonner le peuple français. C'est ma part de vérité. Je ne peux pas, voilà. Je suis un juif français, voilà. Et puisque vous parlez des Juifs, est-ce qu'il n'y a pas eu une scission entre ceux qui disent, c'est le sentiment qu'on a de l'extérieur, vous allez me dire si j'ai raison, entre ceux qui disent, bien écoutez, l'antisémitisme d'aujourd'hui vient d'ailleurs, il a été importé, enfin ou en tout cas l'immigration lui a servi de cheval de Troie chez nous, et ceux qui continuent à vouloir rester fixés sur un antisémitisme d'extrême droite, comme autrefois certains sur la ligne bleue des Vosges. Alors, pardon de vous le dire, je suis celui qui, sans doute le premier, a averti le peuple juif français, si j'ose dire, de ce que l'antisémitisme avait changé de trottoir. C'est étrange, hein, parce que ce que j'appelle, il y a un phénomène, une lourde tradition historique du juif de cour. Ça n'a pas forcément d'ailleurs une connotation péjorative, un juif de cour. Il y en a toujours eu dans tous les temps. Mais le juif de cour est là, est sensible aux honneurs, sensible aux hochets, et doit aussi correspondre d'une certaine manière avec le pouvoir en place. Sans doute que le juif de cour était aussi traumatisé par la vision qu'il avait de la Shoah, et l'impression, à mon avis erronée, que c'était uniquement la droite qui avait été collaboratrice et que le nazisme, c'était l'extrême droite. C'est historiquement beaucoup plus compliqué que ça. Mais à titre de circonstances atténuantes, en dehors même de la bêtise profonde de ceux qui ont représenté, au sens quasi juridique du terme, la communauté juive depuis des années, je veux bien faire la part du traumatisme de la Shoah. Il n'en demeure pas moins que lorsque moi j'ai connu l'antisémitisme d'extrême droite, j'ai connu l'antisémitisme catholique d'avant Vatican II, à Gournay-en-Bray, en partie, j'avais tué Jésus-Christ, on me le rappelait quand même, pas de manière massive, ça ne m'a pas empêché d'avoir une jeunesse normande, plutôt agréable, mais quand même, moi, contrairement à eux, je l'ai connu, celui-là, si vous voulez. Donc, c'est comme ça, je l'ai connu. Mais ça ne m'a pas traumatisé. Et quand j'arrive à Paris, en 73, je leur indique déjà, j'étais communautaire à l'époque. On peut dire que j'étais communautaire. Et donc, je leur indique ad nauseam que l'antisémitisme a changé de trottoir. Ils me regardaient, c'est tout juste s'ils ne se signaient pas, s'ils se seraient signés. Mais je vous assure, je leur indiquais tout cela. Et ils ont eu beaucoup de mal à l'entendre. Ils m'ont un peu, voilà. Je me souviens que le premier article que j'ai commis dans le Figaro, c'était pour défendre Giscard d'Estaing, qui n'était déjà plus, je crois, président de la République, qui avait osé dire que les Français considérait l'immigration comme une invasion. Ah oui, je me souviens. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit là, le pauvre? Eh bien, j'ai pris la plume pour le défendre, et dans le cadre de mon adresse aux gens de ma communauté, je leur ai dit que je n'acceptais pas ces juifs, je le disais plus aimablement, qui avaient un réalisme d'acier s'agissant d'Israël, et un angélisme de plume s'agissant de la France. S'agissant d'Israël, faut avoir des frontières, pas de droit de retour pour les Palestiniens, vous pensez, sinon on va être démographiquement noyé. Là, on n'a pas d'état d'âme. Et ils n'avaient pas tort. Mais s'agissant de la France,
pas de problème, rentrez. Après tout, j'ai été étranger, j'ai été étranger en Égypte, je sais pas. Non, il y avait une sorte, dans la communauté juive organisée, de sentiment de fraternité particulière avec l'étranger, et allez même savoir peut-être avec le musulman, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas anticipé. Mais non seulement ils n'ont pas anticipé, à la limite on a le droit de se tromper, mais ils ont persévéré dans l'erreur de manière diabolique, là pour le compte. Et même encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, et après que je les ai pourtant beaucoup m'originer, le président du CRIF, qui n'est pas le plus bête de tous, renvoie encore dos à dos la France insoumise et le Rassemblement national, qui n'est pas du tout ce qu'il était. Vous avez une France insoumise qui est dans un antisémitisme invraisemblable, dans une détestation de la France, je vous l'ai dit, pathologique, et vous avez un Rassemblement national qui est l'un des partis les plus pro-israéliens, qui a renoncé à tout antisémitisme et qui défend, il me semble, la France. Donc, alors, en dehors même, encore une fois, des hochets, je veux bien croire, à la limite, c'est l'explication la plus raisonnable et la plus gratifiante. En dehors d'une Légion d'honneur ou d'un hochet, je me perds en conjecture pour savoir comment maintenant, alors qu'ils ne représentent plus rien au sein de la communauté juive française, la base, c'est moi, d'accord ? C'est maintenant les Klarsfeld. Mais c'est plus du tout eux. Réellement là, à ce stade d'incompréhension, c'est terrible. C'est terrible. S'agissant d'Israël, il continue, malgré tout, par un réflexe, on va dire, communautaire, à être encore, encore, admettons-le, je le reconnais, dans un soutien assez actif avec Israël, malgré les temps difficiles. J'essaye d'être juste. Très bien, merci pour cette analyse. Donc cet entretien touche presque à sa fin. Je vous avais déjà posé la question. Pourquoi vous parlez encore pendant 2 heures? Continuer, non, hein. non. Non, mais je vous avais déjà posé la question. Peut-être que vous avez changé d'avis, je n'en sais rien. Dites-moi. Est-ce que, parce que c'est une question récurrente que j'entends régulièrement quand dans la rue, les gens qui viennent me voir me disent, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que la France est foutue? Le tout est foutoui a envahi la France. Est-ce que vous pensez que tout est foutu, vous dites souvent midi et quart ou midi moins le quart, mais on peut dire aussi minuit et quart ou midi moins le quart. Midi moins 5 ou midi 5. Peut-on encore espérer pour nos enfants? Je suis un pessimiste actif. J'ai un gros doute qui me rend malade. C'est vrai que c'est pour ça qu'Israël représente, je crois, maintenant une lumière pour les Français. C'est-à-dire que, par exemple, depuis le 7 octobre, et nonobstant évidemment la presse et les médias convenus, je ne me suis jamais senti dans l'incompréhension par rapport aux Français. Pas uniquement par rapport aux horreurs du 7 octobre et de l'islamisme, c'est parce que je pense qu'au moins intuitivement, l'esprit de résistance et de résilience israélien leur apporte quand même peut-être une sorte de lumière dans le noir. Ils comprennent aussi que et à droite on l'a aussi bien compris que dans la détestation d'Israël aujourd'hui, c'est moins l'antisémitisme classique que la détestation du blanc occidental. Raison pourquoi nous sommes dans le même bateau. Donc les Français découvrent que se défendre, c'est possible. C'est la seule possibilité. On leur a dit que c'était pas possible. Non, c'est possible et je souhaite vraiment qu'ils le fassent. Merci Maître Golnadel. Merci à vous. Et puis à la prochaine fois, prochain prix. Pas avant 3 mois. Très bien. Le rendez-vous est pris. Merci, chers lecteurs de Boulevard Voltaire. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de l'aimer et je vous souhaite un bon dimanche.